1,7 milliard, c'est le nombre de personnes non bancarisées à travers le monde en 2017, selon le rapport Global Finance. Si ce chiffre recule, l'exclusion bancaire reste un problème majeur que la finance centralisée ne parvient pas à résoudre. À présent, imaginez un mécanisme qui permettrait à toute la population d'accéder à un compte en banque, des moyens de paiement et une monnaie digne de confiance. 47%, c'est le pourcentage des Européens qui déclarent avoir confiance, en 2021, dans la Banque centrale européenne. Un chiffre qui descend à 40% en France et même 31% en Grèce. Imaginez un univers bancaire qui n'imposerait pas systématiquement un tiers de confiance, dont le rôle et le fonctionnement semblent souvent nous échapper. 5%, c'est la proportion des fonds versés par la Banque mondiale aux pays pauvres qui disparaît dans les paradis fiscaux. Une aide financière destinée aux populations les plus en difficulté, détournée au profit des élites. À présent, imaginez un système où la transparence et la traçabilité seraient des remparts contre les détournements, les magouilles et la corruption. Et si cette solution était en train de naître sous nos yeux? Et si cette solution, pleine de perspectives, était une telle source d'innovation qu'il inquiétait déjà le système établi? Cette solution, c'est la finance décentralisée, un écosystème de services financiers sans intermédiaire, branché sur la blockchain, où les échanges sont cadrés par des contrats numériques conçus par des applications spécifiques. Quelle est l'utilité de la finance décentralisée? Quelles sont ses limites? Quels sont ses champs d'application? Plongeons ensemble dans le monde de la DeFi. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir notre chaîne et ne jamais rien manquer. Dans le système bancaire et financier actuel, la population passe par des intermédiaires pour valider ses opérations, stocker son argent ou placer ses économies. Ces intermédiaires sont les banques, les courtiers, les gestionnaires de fortune, les notaires, les compagnies d'assurance, auxquels il faut ajouter les autorités de contrôle et de régulation et bien entendu les gouvernements. C'est ce que l'on appelle la finance centralisée. En creux, si un système supprime ces tiers de confiance, on peut parler de finance décentralisée, DeFi en anglais pour Decentralized Finance. La finance décentralisée ne réinvente pas la roue pour autant. Elle réplique pour le moment les outils financiers traditionnels, à savoir l'achat et la vente de devises, les transferts d'argent, les prêts, les crédits, le trading, les assurances et même les paris. Là où la DeFi se distingue, c'est évidemment par son mode de fonctionnement de pair à pair. Au lieu d'intermédiaires classiques, la finance décentralisée repose sur la blockchain, une vaste base de données dispatchée sur un réseau de milliers d'ordinateurs. Le protocole permet de réaliser des transactions instantanées, de manière synchronisée, immuable, non censurable et non rétractable. Tout le monde peut voir l'adresse des acteurs et les montants échangés autour de contrats visibles, transparents et auditables. Ici apparaissent les avantages de la finance décentralisée. Par exemple, l'instantanéité élimine les points de friction des transferts d'argent. La transparence supprime l'opacité des intermédiaires. La lecture et l'étude par n'importe qui favorisent le retour de confiance. La finance décentralisée apporte une réponse à l'inclusion bancaire. Si le taux de bancarisation en France est élevé, ce n'est pas le cas dans de nombreux pays. Un rapport de Global Finance montre que plus de la moitié de la population du Moyen-Orient et de l'Afrique sont exclus du système bancaire. Ce niveau atteint 38% en Amérique centrale, 33% en Europe de l'Est et 24% en Asie-Pacifique. Les 5 pays les moins bancarisés sont le Maroc, 71%, le Vietnam, 69%, l'Égypte, 67%, les Philippines, 66%, et le Mexique, avec 63%. Ça n'est pas pour rien que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a promu, dès 2019, la finance décentralisée à des fins d'inclusion financière durable. La finance décentralisée permet de gommer cette faible pénétration des comptes bancaires, mais aussi d'atténuer la forte dépendance des opérateurs traditionnels de transfert d'argent et leurs tarifs élevés. L'utilisation de la blockchain permet aussi d'éviter aux populations le contrôle des changes en vigueur dans certains pays. Prenons l'exemple du Royaume du Cambodge, dont la Banque centrale, BNC, a développé un système de paiement mobile accessible aux Cambodgiens ne disposant pas de compte en banque. La directrice générale de la BNC, Serey Chea, a récemment déclaré « Paradoxalement, avoir un système financier jeune et encore peu développé nous permet de tester des choses en prenant moins de risques que dans les pays où il est déjà très efficace et intégré. » En octobre 2020 est lancée l'application mobile Bakong, du nom d'un des temples d'Angkor. Ce portefeuille numérique permet le dépôt et le transfert d'argent de manière instantanée, mais aussi le paiement par scan de QR code. On ne parle pas ici d'une nouvelle monnaie virtuelle étatique comme le yen numérique au Japon, l'I-Yuan en Chine ou le Sand Dollar aux Bahamas. Non,
La plateforme vise à faciliter les paiements mobiles et les transferts d'argent sous une version tokenisée du dollar et du riel, la monnaie locale. Bakong est là pour garantir une interopérabilité entre les différents acteurs de paiement du pays. Toutefois, ce dispositif de lutte en faveur de l'inclusion bancaire qui utilise bien la blockchain reste sous le patronage de l'État. Il s'agit donc d'une démonstration des possibilités de la blockchain, mais sans l'aspect décentralisé. Car pour beaucoup, la confiance envers les tiers s'est érodée. La crise financière des subprimes de 2008 a laissé des traces. En octobre 2020, un tiers des Américains disaient faire confiance à la Réserve fédérale, la Banque centrale des États-Unis, dans un sondage Axios-Ipsos. Les moins de 50 ans étaient entre 25 et 30% seulement. Fonctionnant de pair à pair, la finance décentralisée n'a donc ni censure ni manipulation par les institutions bancaires, institutionnelles ou gouvernementales, de quoi redorer la confiance dans les échanges. La DeFi permet aussi aux épargnants de se soustraire au gel de leur livret bancaire ou de leur assurance vie en cas de crise. En France, par exemple, le Haut Conseil de stabilité financière peut décider à tout moment de mettre en œuvre la loi Sapin 2 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. En cas de crise majeure, la loi Sapin 2 autorise la suspension des rachats sur les contrats d'assurance vie pour une durée de 3 mois, renouvelable, sans pouvoir dépasser un blocage supérieur à 6 mois consécutifs. La finance décentralisée est un bon moyen de diversifier ses placements et ainsi minimiser ce risque. Les services sur la blockchain fluidifient aussi les transferts d'argent à l'international en supprimant les lourdeurs administratives, les problèmes de sécurité et l'opacité sur l'utilisation des fonds. Les épargnants n'ont plus besoin de se poser la question « À quoi sert mon argent ?» Leur capital n'est plus mis au service du développement des industries carbonées polluantes pour l'environnement. Il ne sert plus à financer l'industrie de l'armement pour alimenter les zones de conflit dans le monde. De même, mettre à mal l'opacité redonne un souffle d'air frais par rapport aux problèmes de corruption qui sévit dans de nombreux pays en voie de développement. Épargne, prêt, trading, assurance. Si la finance décentralisée ouvre des perspectives sur nombre de sujets, voyons maintenant comment les premières pierres de ce fragile mais prometteur édifice se mettent en place. Les stablecoins. Le rôle des stablecoins est essentiel pour comprendre la finance décentralisée. Les jetons stables ont pour caractéristique de présenter une valeur stable, contrairement aux crypto-monnaies comme le Bitcoin, exposées en permanence aux fluctuations de l'offre et de la demande. Cette stabilité résulte de leur adossement à un actif non spéculatif, comme une monnaie fiduciaire par exemple. Pour garantir la valeur du stablecoin, généralement, l'émetteur doit posséder une réserve équivalente à l'offre en circulation. Attention à la validité de cette garantie de réserve monétaire de référence, car certains émetteurs et certaines plateformes ne publient pas la composition de leurs actifs en portefeuille. Un manque de transparence qui doit inciter à la vigilance au moment d'investir sur un nouveau stablecoin. Centralisé, adossement monnaie nationale. Généralement, les stablecoins sont indexés sur une monnaie nationale comme le dollar. C'est le cas pour le plus connu d'entre eux, comme l'USDC, le jeton stable de Coinbase et Circle, ou encore le Tether USDT. Cela signifie qu'un USDC vaut toujours $1. Mais paradoxalement, ce mécanisme est centralisé, ce qui contrevient au principe de la DeFi. Prenons l'exemple de Facebook qui souhaite distribuer en 2021 sa propre monnaie, le Diem. Le cours de l'ancien Libra est garanti et centralisé par le réseau social. On parle de monnaie dite collatérale. Les Diem pourront être échangés de pair à pair via Calibra, une application conçue par Facebook. Ce portefeuille permet l'achat, la vente et le stockage du stablecoin du réseau social. Disponible aussi sur Messenger et WhatsApp, le Diem sera accessible à plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Bien qu'hégémonique, le dollar n'est pas la seule monnaie de référence de cet écosystème. Il est par exemple possible d'adosser un stablecoin à l'euro. C'est justement le cas du groupe Casino qui a lancé en 2021 Lug, une start-up émettrice de l'heure L, un stablecoin adossé à l'euro, développé sur le protocole blockchain de Tezos XTZ. L'objectif est de révolutionner les programmes de fidélité des magasins avec des partenaires tels que CoinHouse, la Société Générale, Nomadic Labs et PwC France. Olivier Ouramdan, cofondateur de Lug, explique: cette première étape de lancement a valeur de test pour le projet, mais notre ambition dépasse le simple outil de trading. D'ici 12 à 24 mois, Lug deviendra un moyen de paiement et de fidélité dans les magasins. Décentraliser une autre crypto comme collatéral. À la place d'une monnaie fiduciaire ou de l'or, comme chez VeraOne, un stablecoin peut être adossé à une autre crypto-monnaie. Par exemple, le DAI de MakerDAO bloque en garantie l'Ethereum, le collatéral. Se pose alors le problème de sa volatilité. Celle-ci est compensée par un gage de sécurité, en l'occurrence le token DAI, dont le cours ne fluctue pas. Les Ethers utilisés sont bloqués jusqu'au remboursement des DAI obtenus.
L'entité qui garde le cryptoactif mis en gage est un smart contract, le Collateralized Debt Position or CDP. Seul le créancier a la possibilité de le débloquer, sachant que la garantie mise en dépôt doit toujours être supérieure à la créance qu'on peut obtenir en DAI. Pour rappel, le système MakerDAO permet d'obtenir des prêts sans intermédiaire, sans avoir besoin de constituer un dossier. Le taux d'intérêt est attrayant et les modalités de remboursement indiquées par l'emprunteur. Sans tiers de confiance, l'opération est entièrement garantie et pilotée par les smart contracts. Le prêt, sur lequel nous reviendrons plus tard, fait partie des opportunités entrouvertes par la finance décentralisée. Stablecoin non collatéralisé. Poursuivons notre cheminement en passant en revue la classe de stablecoins qui repose uniquement sur des algorithmes comme le projet Reserve. On parle de monnaie non collatéralisée. Ici, pas de garantie. L'ancrage de la valeur dépend des contrats intelligents qui imposent de vendre des tokens si le prix descend sous un certain seuil et de fournir des jetons si le seuil est dépassé. Le mécanisme de stablecoin non collatéralisé fonctionne donc par un système de minage-destruction associé à un oracle de prix. Ces oracles sont des couches logicielles permettant à la blockchain d'échanger avec le monde réel en lui fournissant toutes les informations. Ils permettent ainsi de fixer le cours d'une crypto-monnaie en collectant et en combinant les données. On peut mentionner les référentiels décentralisés Chainlink ou Band Protocol qui sont encore plus sûrs puisqu'ils croisent de multiples sources, vérifient les informations, les authentifient et les envoient aux smart contracts qui peuvent s'exécuter en toute connaissance de cause. Mais quel est l'intérêt des stablecoins ? Le principal intérêt d'avoir un cryptoactif stable, c'est d'éviter de subir la volatilité des marchés. Pour mettre à l'abri ses gains, l'investisseur n'a plus besoin de revendre ses cryptos contre des monnaies fiat. Il peut simplement les échanger contre des stablecoins, ce qui le soustrait au risque de volatilité. En transférant ses crypto-monnaies volatiles vers cette monnaie stable, l'investisseur reste dans l'écosystème des cryptoactifs. En France, d'un point de vue fiscal, ces gains ne sont pas imposables. Ce ne serait pas le cas s'il avait transformé ses crypto-monnaies en euros. Autre intérêt, réduire les frais sur les transactions. Nombre de projets de stablecoins ciblent les frais sur les paiements à l'international. Moins coûteux que les solutions traditionnelles de la finance décentralisée, PayPal et FinTech compris, les stablecoins accélèrent les transactions. Le réseau Visa a d'ailleurs intégré les transactions en USD Coin en 2021. Auparavant, l'acceptation d'un paiement en USD Coin passait par une conversion en dollars. Ce n'est plus le cas. Le processus est donc plus simple, plus efficace et plus rapide. La capitalisation totale du marché de stablecoin a été multipliée par 4 depuis le début de l'année. Toutefois, 3 d'entre eux vampirisent 90% de ce marché. L'USDT, l'USDC et le BUSD. Si les régulateurs hésitent encore à encadrer les cryptoactifs, les monnaies virtuelles stables offrent une réelle alternative aux outils classiques. Ils favorisent les paiements à l'étranger, mais aussi les dépôts et les retraits de manière instantanée, là où le vieux système nécessite des tiers intervenants, des points de friction dans l'expérience utilisateur et des coûts supplémentaires. Les stablecoins constituent donc une opportunité pour les personnes non bancarisées à travers le monde ou celles qui vivent dans un pays où le dollar n'est pas accessible comme en Chine ou en Turquie. Autant de perspectives qui contribuent à dynamiser la finance décentralisée. Ethereum, la blockchain historique de la finance décentralisée. La finance décentralisée n'existe que par les protocoles blockchain. Une des plus importantes est la blockchain Ethereum, même s'il faut mentionner ses petites sœurs qui grandissent très vite. Polygon, Binance Smart Chain, Solana, Cosmos, Avalanche ou encore Terra. La valeur totale bloquée, ce que l'on appelle la TVL de la finance décentralisée, atteignait le record de 157 milliards de dollars en août 2021. Selon Glassnode, Ethereum représente 114 milliards de dollars, soit 73% de la TVL. La concurrence se partage le reste du gâteau qui ne cesse de grossir. 19,4 milliards de dollars pour Binance Smart Chain, 6,1 milliards pour Terra, 5,01 milliards pour Polygon, 2,47 milliards pour Solana et 1,84 milliards pour Avalanche. Le projet de protocole blockchain Ethereum a été propulsé en 2015 par le développeur russo-canadien Vitalik Buterin. Contrairement au Bitcoin, blockchain axé sur le paiement de pair à pair, Ethereum autorise le développement d'applications décentralisées grâce aux smart contracts. La communauté de développeurs de la blockchain Ethereum a ainsi pu lancer de nombreux projets dans des secteurs aussi divers que le cloud, l'immobilier, le divertissement et la finance décentralisée. Ethereum émet sa propre crypto-monnaie, l'Ether, distribuée aux mineurs et achetable sur des échanges centralisés comme Binance, Coinbase ou Kraken. Sur la blockchain Ethereum, on trouve donc la valeur du portefeuille de chaque utilisateur, les virements émis et les virements reçus par chacun. Surtout, la blockchain est capable d'exécuter des contrats comme le ferait une banque, un courtier ou un notaire. Ce sont les smart contracts.
Ils s'exécutent automatiquement sur le réseau suite à des conditions définies au départ et permettent la réalisation des placements financiers. C'est le moteur de la finance décentralisée. L'un des soucis actuels d'Ethereum, ce sont les frais onéreux de chaque opération. Pour gommer cette lacune, les développeurs de la blockchain ont engagé le projet Ethereum 2.0 qui entérine entre autres le passage de la preuve de travail, Proof of Work, à la preuve d'enjeu, Proof of Stake. Ethereum 2.0 est la Proof of Stake. La preuve d'enjeu, déjà utilisée par d'autres crypto-monnaies comme Tezos, NXT, Cardano ou encore Peercoin, supprime le minage. Au lieu d'investir 2 000 € dans des outils informatiques pour produire des blocs, vous placez 2 000 € en achetant la crypto-monnaie de la blockchain. Vous les mettez alors en dépôt via le mécanisme de la preuve d'enjeu. Ce dernier assigne aléatoirement le droit de produire des blocs et vous recevez une récompense. L'intérêt est essentiellement de rendre plus rapides et moins chères les transactions. Or, la finance décentralisée, le yield farming et les jetons non fongibles, NFT, exercent une forte pression sur le réseau Ethereum, avec pour effet une hausse considérable des frais de gaz. Pour résoudre ce problème de scalability, deux catégories d'acteurs apportent actuellement une parade. Les killers, c'est-à-dire d'autres blockchains qui concurrencent directement Ethereum comme Solana, Terra, Avalanche et Phantom, et les solutions de deuxième couche, dites Layer 2, qui sont basées sur Ethereum mais qui viennent en surcouche, comme Polygon et Arbitrum. De son côté, la mise à jour Ethereum 2.0 cherche à corriger ces lacunes. Désormais, chaque transaction paiera la même commission que toutes les autres, ce coût augmentant ou diminuant simultanément pour tous les utilisateurs en fonction de la charge du réseau. Les utilisateurs pourront toujours choisir de payer davantage pour que leurs transactions soient rendues prioritaires, mais cette modification devrait tendre à lisser les prix des commissions et empêcher les périodes de fluctuations massives et rapides qu'on a pu connaître dans le passé. Le staking. La Proof of Stake, promise par la blockchain Ethereum 2.0, nous conduit tout droit à un premier segment de placement dans la finance décentralisée, le staking. Le staking consiste à bloquer de la liquidité pour devenir validateur d'un nœud sur une blockchain, qui fonctionne en Proof of Stake. Pour rappel, les nœuds sont les parties individuelles de la structure de données qui, rassemblées, constituent une blockchain. Les propriétaires de nœuds ont la possibilité de percevoir des frais de transaction et d'obtenir une récompense en crypto-monnaie. Pour décrocher ces récompenses, la Proof of Stake permet à tout un chacun de placer des jetons pour aider au bon fonctionnement de la blockchain. Le staking fait donc référence au fait de détenir et de verrouiller des crypto-monnaies dans le cadre d'une participation à l'activité d'une blockchain. Ces fonds investis sont immobilisés et ouvrent droit à une rémunération sous la forme de tokens. Une méthode incitative. Le staking reprend le principe des stratégies de revenus passifs que l'on rencontre dans la finance traditionnelle. La valeur de la récompense est souvent fixée avec un taux d'inflation maîtrisé. Comme pour un livret d'épargne bancaire classique, le staking immobilise du capital que le tiers, ici la blockchain, rémunère via un taux d'intérêt fixé à l'avance. Le rendement est variable selon la crypto-monnaie stakée. Les ROI, retour sur investissement, annuels, peuvent fluctuer entre 5% pour les plus faibles et plus de 50% pour les plus prolifiques. Attention néanmoins, plus le ROI est fort, plus le risque est important. Il convient de bien se renseigner sur le projet avant d'investir. On dénombre plusieurs avantages à faire du staking de crypto-monnaies. D'abord, l'investisseur n'a pas besoin d'un gros capital pour se lancer, contrairement au mining qui nécessite d'investir dans des infrastructures informatiques. Les récompenses incitent les investisseurs à conserver leurs actifs numériques. Ce hold réduit l'offre des jetons sur le marché, ce qui peut favoriser la hausse de son cours. Enfin, Staker contribue à sécuriser la blockchain et à réduire sa consommation d'électricité. Exemple avec ADA. Le staking est accessible à tous, soit en plaçant le nombre minimum de jetons demandés par le protocole, ce qui peut s'avérer rapidement hors de portée, soit en rejoignant un pool de liquidités, c'est-à-dire un pot commun. Des exchanges centralisés comme Binance, Coinbase ou OKEx en proposent. Aux États-Unis, Staked a lancé un produit réservé aux investisseurs qualifiés, le Staked ETH Trust. En bloquant ces crypto-monnaies, le staker doit recevoir des intérêts annuels d'environ 8% avec une mise de départ initiale de $25 000. Évidemment, la rémunération est au prorata de sa participation. Par exemple, elle atteint 5 à 7% sur une base annuelle pour staker de l'Ether. Selon le site Staking Reward, en septembre 2021, la crypto-monnaie au montant en staking le plus élevé était Solana, SOL, avec plus de 53 milliards de dollars pour un taux d'intérêt annualisé à 6,59%. Ce token devance Cardano, ADA, avec plus de 49 milliards de dollars en staking pour un taux d'intérêt annualisé de 6,22%. C'est le jeton HEX, qui complète le podium avec 26 milliards de dollars en staking et un taux d'intérêt annualisé de 38,59%.
Attention, tout n'est pas rose au pays du staking. La démarche peut vite devenir complexe en autonomie pour les non-initiés. Et il faut surtout se méfier des projets qui gèrent mal leur création monétaire. De plus, le verrouillage des tokens sur un wallet ne vous appartient pas et reste risqué s'il faut intervenir pour limiter les pertes en cas d'effondrement du marché. Pour résumer, le staking permet de générer des crypto-monnaies de récompense simplement en mettant sous séquestre d'autres crypto-monnaies pour soutenir le réseau en question. C'est une première étape vers la réalisation de revenus passifs grâce à la finance décentralisée, mais ce n'est pas la seule. Le yield farming. Le yield farming est une activité émergente rattachée à la finance décentralisée. Elle consiste à fournir et à verrouiller de la liquidité dans un protocole pour obtenir des récompenses, sous la forme d'intérêts et de frais. Tout le but de la stratégie de yield farming est d'aller chercher le meilleur rendement sur tous les projets plus ou moins récents du secteur. L'idée de départ est simple, mettre en relation prêteurs et emprunteurs. Les plateformes utilisent un système de pool de liquidité permettant aux prêteurs de fournir des actifs au marché et aux utilisateurs d'emprunter sur ce même marché. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur les services comme Aave, Compound, Curve Finance ou Synthetics Network, SNX, et y faire des dépôts dans une pool de liquidité. En contrepartie, les plateformes proposent de percevoir un taux d'intérêt qui peut varier de 0,1% à 40%. Le pourcentage fluctue selon le montant disponible à emprunter, soit l'écart entre l'offre et la demande. Et les niveaux oscillent fortement selon les jours, en fonction du nombre de personnes et du volume de liquidité dans la pool en question. Cet intérêt brut gagné sur un an est nommé APR pour rendement annuel effectif global et propose un intérêt simple, ce qui tranche avec l'APY, TAEG en français, qui permet de réinjecter les intérêts gagnés au fur et à mesure. C'est ce que l'on appelle un intérêt composé. Au cours de l'opération, les prêteurs et les emprunteurs perçoivent des jetons de gouvernance au prorata de leur portefeuille. Ces jetons ont une valeur sur le marché. Ils peuvent être vendus ou alors être gardés afin de participer au vote dans le pilotage du projet. Il est également possible de cultiver ces tokens de gouvernance ou ces stablecoins en les échangeant avec un nouveau jeton ou un jeton représentant une part des liquidités déposées sur des services type Uniswap ou Balancer. Si les taux d'intérêt sont élevés, c'est que le risque encouru sur le sérieux du protocole concerné est important. Il faut toujours être attentif à la volatilité des jetons et aux frais qui peuvent rogner une partie des marges espérées. Les vaults. Yearn Finance propose aux investisseurs de déposer leurs stablecoins dans des contrats intelligents. Fonctionnant comme des fonds automatisés, les vaults appliquent une stratégie pour optimiser les rendements. Ces derniers sont ensuite déposés dans le coffre-fort avec des taux proposés annualisés. Pour résumer, la Vault permet à l'utilisateur de déléguer son yield farming au lieu de le gérer lui-même. C'est une prestation de service. Quels sont les risques encourus ? Toujours les mêmes, les failles dans le code du protocole ou la stratégie qui repose souvent sur un contrat de dette mutualisé entre tous les déposants, un CDP. Le Collateralized Debt Position est une position de dette garantie. Elle permet par exemple la génération de stablecoins DAI contre des garanties, notamment en Ethereum, WBTC ou USDC. Les actifs numériques sont mis sous séquestre dans un CDP jusqu'à ce que l'investisseur rembourse le DAI généré. Ici, le risque est l'impermanent loss, soit la perte temporaire de fonds subie par les fournisseurs de liquidités en raison de la volatilité d'une paire de négociations. Les plateformes de yield farming les plus populaires utilisent des modèles de teneur de marché automatisés, AMM de l'anglais Automated Market Maker. Les actifs numériques sont échangés de manière automatisée, sans besoin de permission, en privilégiant des pools de liquidités plutôt qu'un marché traditionnel d'acheteurs et de vendeurs. Les échanges décentralisés comme Uniswap, basés sur Ethereum, ne fonctionnent pas grâce à un order book, mais grâce à des pools de liquidités. Fondé en 2018 par Hayden Adams, Uniswap permet à des fournisseurs de liquidités de déposer leurs crypto-monnaies dans des pools afin de permettre les échanges. Uniswap permet de trader quasiment tous les jetons ERC20. Chaque pool comporte deux actifs à parts égales, comme par exemple 50% d'Ethereum et 50% de DAI. Ces fournisseurs de liquidités sont récompensés à hauteur de 0,3% des frais glanés lors de chaque transaction. L'échange leur donne également des jetons de gouvernance UNI. Le risque principal concerne les pertes intermittentes ou non permanentes, impermanent loss. Elles surviennent lorsque le prix des actifs dans la pool change, avec un risque de perte en capital si l'écart entre le prix actuel et le prix au moment du dépôt dépasse certains seuils. Au 22 septembre 2021, CoinMarketCap chiffrait à plus de 5,8 milliards de dollars la valeur totale verrouillée des pools de liquidités dans les projets de yield farming.
Sur le protocole Curve, qui est basé sur la blockchain Ethereum, CoinMarketCap recense 1,6 milliard de dollars en yield farming. Le plus gros montant concerne la paire REN-BTC-WBTC, RenCoin, Wrapped Bitcoin, avec 441 millions de dollars verrouillés. Le deuxième plus gros montant concerne les paires de crypto-monnaies HBTC-WBTC, Huobi Bitcoin, Wrapped Bitcoin, avec 423 millions de dollars verrouillés. Pour rappel, le Wrapped Bitcoin fait référence à la version compatible du Bitcoin avec la norme de token ERC20, permettant ainsi de faciliter les transactions entre différentes blockchains au sein d'un même échange décentralisé. Pool de liquidités, emprunts et assurances décentralisées. Au lieu de laisser dormir ses actifs numériques, pourquoi ne pas les prêter à quelqu'un qui en aurait besoin, moyennant un intérêt? Comme les banques, la finance décentralisée l'autorise à plus petite échelle pour les investisseurs dans la blockchain. L'idée est de mettre dans le pot commun des crypto-monnaies et par le pouvoir d'un smart contract, de les prêter. De son côté, l'emprunteur dépose une caution qu'on appelle un collatéral. La blockchain conserve cette caution. Mais pour inciter, voire obliger l'emprunteur à bien rembourser les prêts et intérêts, la caution est plus élevée que la somme empruntée. C'est le ratio de collatéralisation. Pour 1 000 € de Bitcoin, on peut emprunter 750 € de stablecoin. Du coup, quel est l'intérêt d'emprunter moins que ce que je dépose en garantie? C'est particulièrement intéressant si on ne veut pas vendre ces crypto-monnaies. On peut ainsi les bloquer dans une blockchain en guise de caution, tout en récupérant d'autres actifs numériques à utiliser. Lorsque le cours de vos crypto-monnaies grimpe, il suffit de rendre l'argent emprunté et de récupérer vos crypto-actifs à revendre. La blockchain ne fait que transférer des intérêts des emprunteurs aux prêteurs, moyennant le versement d'une commission. Et les risques dans tout ça? Bien qu'elle soit limitée à des stablecoins, la volatilité est toujours une menace. Idem pour les smart contracts, qui restent des lignes de code faillibles, surtout s'ils ne sont pas audités. Enfin, le ratio de collatéralisation peut se retourner contre l'emprunteur si une crypto en caution voit son cours varier. En cas de fluctuation trop forte, le protocole considère que votre caution est insuffisante. Il peut alors décider de liquider les positions et appliquer même une pénalité sous forme de retenue sur le stock. Les deux principales plateformes décentralisées sont Aave et Compound. Les deux ont un token de gouvernance, ce qui permet aux prêteurs d'avoir un mot à dire sur les décisions du projet. Contrairement aux plateformes centralisées, la gestion repose sur une blockchain autonome. La connexion se fait avec un portefeuille, par exemple MetaMask, une extension qui permet d'interagir avec les jetons sur la blockchain Ethereum. Il permet de gérer les tokens ERC20 en facilitant les interactions avec les plateformes décentralisées. On notera que Aave propose un prêt instantané, Flash Loan, remboursable dans une seule et même transaction. Initialement utile aux développeurs, il a été popularisé par certains traders pour utiliser l'arbitrage avec de grosses sommes sans avoir à fournir d'actifs en garantie. Le trading et la finance décentralisée. Les plateformes de trading comme FTX offrent un large panel de produits financiers pour investir et spéculer. Les investisseurs ont la possibilité de trader de manière traditionnelle sur les marchés spot ou de privilégier des stratégies short ou longues, avec ou sans levier, grâce aux options et aux contrats à terme. Sur les échanges, les marchés spot sont le théâtre d'échanges classiques de monnaie fiat et de crypto-monnaies. Les futures, ou contrats à terme, sont des produits qui permettent de se protéger de la volatilité, tout en profitant d'une souplesse dans le timing de l'ordre. On parie sur le prix futur de l'actif, et non sur l'actif lui-même, sans que le contrat entre acheteur et vendeur n'ait de date d'expiration. Un futur peut aussi porter sur un panier de crypto-monnaies comme sous-jacent. Le risque de volatilité est alors pondéré entre toutes les composantes. Ce panier peut être thématisé avec une indexation sur les tokens d'échange ou des jetons anonymes. La finance décentralisée autorise aussi les effets de levier traditionnels. Un investisseur mise ainsi une somme plus élevée que ses fonds réels, ce qui lui permet d'espérer des gains bien plus importants. Attention avec l'effet de levier qui est très risqué, car si les gains peuvent être démultipliés, il en est de même pour les pertes. Certaines plateformes de trading comme FTX permettent d'intégrer des tokens mis en place par des smart contracts. Le trader profite d'un effet de levier sans avoir à gérer certaines opérations associées comme la marge ou encore la gestion du collatéral. Parmi les autres produits dérivés, c'est-à-dire des produits adossés à un actif sous-jacent, on peut mentionner les options qui apportent les mêmes avantages que les contrats à terme pour se couvrir par rapport au risque de volatilité, à la différence qu'un bonus de flexibilité s'ajoute. La tokenisation d'actifs financiers. La tokenisation des actifs est le processus consistant à numériser tout actif du monde réel, tangible ou immatériel, puis à le décomposer en parties plus petites qui prennent la forme de jetons. Théoriquement, tout peut être numérisé et décomposé.
des actifs physiques tels que de l'immobilier, des œuvres artistiques ou des ressources, et bien sûr des instruments financiers tels que la dette, les actions, les obligations et les valeurs mobilières. Les actifs synthétiques sont donc des représentations numériques d'actifs qui gardent la valeur de l'actif sous-jacent. Ce sous-jacent peut être aussi bien un immeuble qu'une entreprise, une propriété, une autre crypto-monnaie ou une monnaie fiat. On pense alors aux stablecoins indexés par rapport au dollar ou à l'euro. La tokenisation a de multiples avantages. Une fois le processus validé, les jetons s'échangent sur la blockchain comme Ethereum. Les achats et ventes de jetons deviennent très simples car l'actif synthétique offre une plus grande disponibilité, permet de fractionner une propriété et garantit un transfert plus fluide. Une entreprise peut donc faire une levée de fonds grâce à la tokenisation d'une partie de son capital. La blockchain Ethereum a joué un rôle important car elle a rendu programmables les échanges de valeurs. La finance décentralisée a alors vu naître de nombreuses Initial Coin Offering, ICO, soit le financement de start-up par la création et la prévente de jetons via un smart contract. Sur le même principe, le secteur a vu apparaître les Initial Exchange Offerings, IEO. C'est le même processus de prévente de tokens, mais cette fois, l'opération est réalisée par l'intermédiaire d'une plateforme d'échange. Une autre forme de levée de fonds dans l'univers de la finance décentralisée passe par la création de Security Token Offerings, STO. La différence avec les opérations précédentes concerne le rôle du jeton en lui-même. Si dans une ICO ou une IEO, le token n'offre aucune garantie, la STO ouvre un droit juridique à l'investisseur. Toutes ces approches ne font que reproduire la finance traditionnelle et les IPO pour Initial Public Offerings qui permettent aux entreprises de lever des fonds pour se financer par le biais d'une introduction en bourse. Mais évidemment, l'opération nécessite nombre d'acteurs, d'interactions et de formalités à respecter. La tokenisation des actifs supprime les barrières à l'entrée et permet à des petits investisseurs d'entrer dans la partie. Pour illustrer ce propos, il suffit d'imaginer un immeuble d'une valeur d'1 million d'euros qui serait tokenisé en 10 000 unités d'une valeur unitaire de 100 euros. Nombre de contraintes s'envolent. Plus besoin de disposer de grandes liquidités, exit les garanties à obtenir pour satisfaire les banques, terminer l'endettement et finit le problème d'illiquidité face à une revente immobilière. Et l'investisseur de percevoir des revenus au prorata du nombre de ces tokens. L'assurance décentralisée. La blockchain permet également de s'assurer pour couvrir ses investissements face à un risque. Si on reste dans le domaine, il est par exemple possible de s'assurer contre le risque d'un hack de tel protocole ou de tel smart contract, d'assurer ses positions sur le marché des crypto-monnaies ou d'assurer des actifs sur des plateformes comme Binance et Kraken. Mais de plus en plus d'acteurs de la finance décentralisée commencent à aller sur des produits classiques d'assurance santé ou d'assurance voyage. Alors, comment l'assurance décentralisée fonctionne-t-elle ? Il n'y a pas ici d'assureurs institutionnels, mais de multiples petits assureurs qui placent de l'argent dans un pot commun, appelé pool de liquidité. Ces assureurs font un pari en choisissant de couvrir un risque avec leur argent. En contrepartie, la pool de liquidité leur délivre des intérêts. En face, des assurés souscrivent le contrat d'assurance en versant une prime. Lorsque le problème survient, l'assuré fait un claim, ce qui empêche les assureurs de retirer leur argent. Le sinistré pioche dans la pool de liquidité pour couvrir le sinistre et les assureurs sont amputés d'une partie du capital, comme le prévoit le smart contract. Par contre, si le sinistre ne survient pas, les assureurs perçoivent le maximum des intérêts possibles, souvent calculés à la journée, chaque assureur pouvant en retirer son capital de la pool de liquidité à tout moment. Idem pour l'assuré qui peut clôturer son contrat quand bon lui semble. Prédiction et paris sportifs. La finance décentralisée est également présente dans le secteur des paris sportifs et de la prédiction de toutes sortes d'événements, comme les résultats d'élections ou de concours. La plateforme Augur est un acteur de ce nouveau terrain de jeu. Basé sur la blockchain Ethereum, Augur veut permettre aux parieurs du monde entier de se passer d'intermédiaires. Chaque utilisateur a la possibilité de créer des paris sur n'importe quel sujet. Toutefois, Augur filtre les propositions pour éviter les paris dont les résultats ne seraient pas vérifiables. Pour fonctionner, il faut qu'Augur ait accès aux résultats dans la vie réelle. C'est tout le travail Chainlink, un système d'oracle décentralisé toujours disponible, résistant aux manipulations éventuelles et fournissant des informations exactes. Grâce à la connexion de protocoles d'interopérabilité entre blockchains, Chainlink peut se connecter à l'environnement d'Augur. La finance décentralisée fait beaucoup de bruit actuellement, mais a-t-elle un avenir ? Est-elle suffisamment innovante et utile aux personnes ? C'est ce que nous avons tenté de démontrer dans cette vidéo. Amélioration du niveau de bancarisation dans le monde, instantanéité et sécurité des transactions, opportunité d'emprunt et de placement, transparence et inviolabilité des données, autant d'arguments qui plaident en faveur de la DeFi.
Évidemment, toutes les innovations comportent leur lot d'écueils. Les hacks, les bugs, les failles dans les protocoles et les smart contracts existent. Les promoteurs de projets, faunés d'escrocs, qui promettent monts et merveilles en matière de rendement, exploitent la crédulité des épargnants, éblouis par l'appât du gain. Toutefois, la finance décentralisée, bien que balbutiante, recèle de projets sérieux, éprouvés et porteurs, autour d'équipes de développeurs compétentes et d'entrepreneurs volontaires. Qu'il s'agisse de soutenir des projets solides auxquels on croit ou de faire fructifier son capital par le staking, le yield farming ou le trading, les investisseurs en actifs numériques ont tout intérêt à bien s'informer pour saisir les meilleurs outils et les meilleures opportunités du Web 3.0. Et reste à anticiper le plus coriace des obstacles, la défense du modèle de finance centralisé par les tiers de confiance, gouvernements et banques en tête. Leur arme, la réglementation, qui tournoie telle une épée de Damoclès au-dessus de la tête du projet idéaliste qu'est la DeFi. Mais les réglementations sont l'une des raisons qui poussent cet écosystème à se développer pour justement contourner les institutions centralisées qui règnent aujourd'hui en maître. On peut donc se demander si d'éventuelles régulations ne contribueraient pas à renforcer cet écosystème. La question reste ouverte. Et en attendant, si vous projetez d'acheter des crypto-monnaies, allez voir les plateformes que nous recommandons en description. Abonnez-vous, partagez, et nous on vous dit à très bientôt. C'était Money Radar.